Ok, alors je vais vous parler d'un type de système complètement différent, système bio-inspiré, qui en fait essaye de reproduire ou de s'inspirer tout au moins de réactions qui sont des oxydations biologiques. En fait, les oxydations dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas des oxydations faciles à faire chimiquement. Il ne s'agit pas, par exemple, d'oxyder un alcool en cétone ou d'oxyder une amine. Il s'agit de choses difficiles, comme par exemple l'hydroxylation d'une liaison CH non activée, ou encore l'hydroxylation d'un noyau aromatique. Et ça, c'est fait de façon universelle chez les organismes aérobies par une grande classe de systèmes enzymatiques qu'on appelle les monooxygénases, qui, comme leur nom l'indique, vont catalyser le transfert d'un seul atome de la molécule de dioxygène dans des substrats extrêmement variés. Alors, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes catégories de monooxygénases dans le monde vivant aérobie, en fonction de leur rôle biologique. La première catégorie implique des enzymes, des monooxygénases, qui vont catalyser des étapes importantes dans la biosynthèse des composés endogènes, c'est-à-dire des composés qui sont absolument vitaux pour notre fonctionnement. Ça va être par exemple chez les mammifères la biosynthèse des hormones stéroïdes. Chez les micro-organismes, ça va être la biosynthèse des terpènes. Chez les plantes, ça va être la biosynthèse de toute une série de médiateurs importants pour la plante ou encore de métabolites secondaires comme les alcaloïdes. Et j'ai juste un exemple pour fixer les idées. Je vous ai ici reproduit quelque chose qu'on trouve dans tous les bouquins de base de biochimie, qui est la biosynthèse des hormones stéroïdes à partir du cholestérol. Vous voyez qu'à partir du cholestérol, on est capable de faire la testostérone, l'estradiol, le cortisol ou les corticoïdes d'une manière générale, ou encore l'aldostérone. Et en fait, dans ce schéma de biosynthèse des hormones stéroïdes chez l'homme, j'ai indiqué par une flèche en gras toutes les étapes qui étaient catalysées justement par ces monooxygénases. Vous voyez qu'il y a toute une série d'étapes, en particulier la coupure oxydante de la chaîne latérale du cholestérol. Par exemple, aussi ici, une réaction très difficile à faire chimiquement, qui est l'introduction d'un OH en position 11 bêta, ici, qui est une réaction très très difficile à faire, qu'on ne sait pas très bien faire en fait chimiquement. Et je pourrais bien sûr multiplier les exemples. J'aurais pu vous mettre le schéma de biosynthèse des alcaloïdes chez les plantes, et vous auriez vu que toute une série de monooxygénases interviennent à ce niveau. Un autre exemple encore, voilà un exemple qui, là, est important au niveau des micro-organismes. Vous avez une voie importante d'élaboration des stéroïdes de la paroi, des stérols de la paroi chez les micro-organismes, qui part d'un précurseur commun qui est le lanostérol et qui nécessite la coupure oxydante, la déméthylation oxydante de ce méthyle angulaire, qui est catalysé là encore par une monooxygénase, qui en fait oxyde ce méthyle en acide formique et conduit à une double liaison ici, le produit étant ensuite transformé en ergostérol. En passant d'ailleurs, cette cible-là, enfin cette enzyme, est une cible importante pour la découverte de molécules antifongiques, et énormément des antifongiques qui sont à l'heure actuelle sur le marché sont en fait des inhibiteurs de cette monooxygénase particulière. Alors quand on s'intéresse à ces monooxygénases-là, qui interviennent dans la biosynthèse, encore une fois, d'une foule de composés endogènes, le maître mot, le mot-clé, c'est sélectivité. Ces enzymes sont sélectives de substrats, elles ne vont reconnaître et oxyder qu'un substrat bien particulier, mais aussi elles vont réaliser des réactions très sélectives, régiosélectives, stéréosélectives, énantiosélectives. Si je passe maintenant à la deuxième catégorie de monooxygénase, là je change complètement de caractéristique. Je perds justement cette très très grande sélectivité. Pourquoi? Parce que là, je vais m'adresser à quelque chose de complètement différent en termes de but biologique, qui est de s'adapter à notre environnement chimique. Comment est-ce que les organismes vivants aérobies ont évolué pour s'adapter à un environnement chimique tout le temps nouveau, tout le temps changeant? En fait, quand on regarde comment s'y sont pris ces organismes vivants aérobies,
que vous alliez des plantes jusqu'à l'homme, en passant par une foule de micro-organismes, on s'aperçoit qu'ils ont toujours trouvé la même solution, la même stratégie pour s'adapter à une substance nouvelle qui existe dans leur environnement, la transformer, la plupart du temps l'oxyder et l'éliminer. Et en fait, tous ces êtres aérobies utilisent cette stratégie unique qui consiste à utiliser le composé chimique qui existe dans l'environnement, que j'ai indiqué ici sous la forme RH. Dans un premier temps, vous le fonctionnalisez, en fait, en utilisant l'oxygène moléculaire, vous insérez un atome d'oxygène grâce à une monoxygénase. C'est pratiquement toujours la première étape de cette élimination et de cette détoxification. Le métabolite primaire formé ROH étant pris en charge par toute une série d'enzymes de conjugaison qui greffent sur cet OH un copule beaucoup plus soluble dans l'eau qui permet l'élimination et la détoxication du composé chimique. C'est la base de notre adaptation à des environnements chimiques tout le temps changeants. Et bien évidemment, pour ce faire, il faut que les systèmes enzymatiques qui interviennent dans cette première étape soient non sélectifs. Ils doivent pouvoir s'adapter à n'importe quel type de substrat. Donc, contrairement aux enzymes de la première classe dont je vous parlais juste avant, ces enzymes sont non sélectives et pourtant, comme on le verra, elles restent très fortement efficaces. Et là, le maître mot clé pour l'adaptation, notre adaptation à l'environnement chimique, c'est le mot adaptabilité. Et on verra comment ces systèmes enzymatiques arrivent à s'adapter à des substances chimiques tout à fait nouvelles. Juste en passant, quand on s'intéresse aux micro-organismes, eh bien, certains micro-organismes sont capables de pousser sur un composé chimique comme seule source de carbone. Ils apprennent à pousser sur cette seule source de carbone, et à ce moment-là, ils ne font pas qu'éliminer et détoxiquer le produit, mais ils peuvent l'utiliser comme seule source de carbone. Je vais vous donner deux exemples où la première étape est catalysée par les monoxygénases dont je vous parlais. Vous voyez par exemple, Pseudomonas putida peut croître comme seule source de carbone le camphre, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer une monoxygénase qui va être capable d'hydroxyler, vous voyez, le camphre dans cette position-là, puis ensuite, ce métabolite va être transformé en des intermédiaires qui vont servir de source de carbone pour l'organisme en question. Même chose avec Candida tropicalis, qui lui peut pousser sur des hydrocarbures linéaires comme seule source de carbone, qui développe à ce moment-là une monoxygénase capable d'oméga-hydroxyler l'hydrocarbure de départ. Vous formez à ce moment-là cet alcool qui est assez rapidement transformé en cet acide, et cet acide gras sert comme source de carbone. Alors, le but que je vais suivre aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, au cours de ces quelques 30 dernières années, il a pu être développé des systèmes bio-inspirés, des systèmes d'oxydation dont je viens de vous parler, de plus en plus efficaces au fil des années. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on est arrivé là, où on en est à l'heure actuelle et où est-ce qu'on peut espérer aller pour améliorer encore. La stratégie, elle correspond, la stratégie de mise au point de ces systèmes biomimétiques, elle correspond tout à fait à ce qu'a dit Marc dans son cours tout à l'heure. Elle est basée sur 3 étapes qu'on peut caractériser par 3 verbes clés. La première étape, c'est comprendre. Comprendre le système enzymatique lui-même, le comprendre le mieux possible, et pour ce faire, on peut utiliser des systèmes qu'on appelle biomimétiques, qui sont directement inspirés, directement imaginés à partir du système biologique lui-même, qui utilise en général, si c'est un métal, la première sphère de coordination du métal dans le système enzymatique. Donc, comprendre grâce à des études biologiques, mais aussi à des études biomimétiques. Deuxième étape, transcender le vivant. Ça, c'est le passage du système biomimétique au système bio-inspiré. Transcender le vivant, c'est utiliser la plus grande diversité que nous offre la chimie. Marc en a parlé. Ça, en particulier, par exemple, utiliser un plus grand nombre de métaux, un plus grand nombre d'éléments d'une manière générale. Et la troisième étape, ou plus exactement, c'est une étape qui se produit à tout moment dans ce développement des systèmes bio-inspirés, c'est échanger sans arrêt des informations provenant d'une part des systèmes biologiques, donc des études chimiques, biologiques ou biochimiques, et
provenant des systèmes biomimétiques ou bio-inspirés, donc provenant de la chimie. C'est cette fertilisation croisée entre les informations venant de la biologie et les informations venant des systèmes biomimétiques ou bio-inspirés qui fait qu'on peut améliorer sans cesse les systèmes en question. Alors, parmi ces monooxygénases, jouant les rôles clés dont je viens de vous parler, il y a un système qu'on trouve de façon tout à fait universelle et vraiment de façon ubiquitaire chez les organismes vivants aérobies. Et ce système est basé donc sur une hémoprotéine qu'on appelle le cytochrome P450. Donc ces monooxygénases dépendantes de l'hémoprotéine cytochrome P450 sont vraiment universellement répandues dans le monde vivant. Et elles ont une seule chose en commun, c'est leur site catalytique. Le site catalytique, il est indiqué ici. Vous voyez qu'il est constitué de l'hème, c'est-à-dire en fait la protoporphyrine 9 de fer qui est présente dans pratiquement toutes les hémoprotéines. Et ce fer est relié au reste de la protéine par un ligand cystéinate qui joue le rôle de ligand axial du métal. Et vous voyez que sur les milliers de cytochromes P450 que l'on connaît à l'heure actuelle, eh bien, la seule chose commune entre ce millier de cytochromes P450, c'est ce site catalytique qui permet, comme on l'a vu, la biosynthèse d'un certain nombre d'endobiotiques ou encore le métabolisme et l'élimination des xénobiotiques, c'est-à-dire des substances extérieures à nous, provenant de notre environnement, comme les médicaments, les polluants. Et c'est la base, encore une fois, de notre adaptation à nos environnements chimiques. Quelques mots d'introduction très rapidement. Eh bien, le nombre de ces cytochromes P450 ne cesse de croître au niveau de nos connaissances. Je suis obligé de changer cette diapositive pratiquement tous les ans. Vous voyez que là, c'était à peu près 8000 gènes qui avaient été décrits dans la littérature comme codants pour des cytochromes P450. En fait, à l'heure actuelle, on est plutôt près de 10 000 gènes décrits dans la littérature. Entre parenthèses, dans le génome humain, il y a 57 gènes qui codent pour des cytochromes P450. On les a classés évidemment en fonction de leur homologie de séquence, de leur séquence en aminoacides, et ça a conduit à l'heure actuelle à les classer en environ 1000 familles. Bien sûr, ils sont ubiquitaires chez les organismes vivants. Ils semblent tous ces gènes semblent dériver d'un gène ancestral commun qui aurait existé il y a 3,5 milliards d'années et qui est analogue à un cytochrome P450 qui est commun à l'heure actuelle, qui est présent dans toutes les espèces vivantes, qui est le cytochrome P450-51, que vous avez vu d'ailleurs dans une de mes diapositives précédentes, et qui a en charge la déméthylation du lanostérol pour l'élaboration des stéroïdes. Il y a plusieurs centaines de structures aux rayons X publiées pour des cytochromes P450, mais j'attire votre attention sur le fait que la majorité des structures disponibles à l'heure actuelle pour des cytochromes P450 de mammifères, qui malheureusement sont membranaires, difficiles à cristalliser, qui ont résisté pendant longtemps à une résolution par structure aux rayons X, eh bien, la majorité de ces structures sont apparues dans la littérature après 2003. Et je reviendrai là-dessus par la suite. Quelques mots sur l'histoire de la découverte et de nos connaissances sur ces cytochromes P450. Vous voyez qu'en gros, il y a 50 ans de recherche là-dessus, tout simplement parce que ces enzymes ont été découvertes en 1958 par Kilkenberg et Garfunkel, qui ont constaté que dans le foie de rats et de porcs, vous aviez un pigment qui avait la propriété d'absorber à 450 nanomètres lorsqu'on le mettait en présence d'un réducteur et de monoxyde de carbone. C'est seulement 4 années plus tard que Omura et Sato montrent qu'en fait, ces pigments sont des cytochromes, et ils les appellent cytochromes P450 en relation avec cette capacité d'absorber à 450 nanomètres en milieu réduit et en présence d'oxyde de carbone. Vous voyez qu'il faut encore attendre quelques années, 68, pour avoir la première purification d'un P450, et encore un de ceux qui était le plus facile à purifier, qui est un P450 soluble provenant d'un micro-organisme, le P450-CAM, comme on l'appelle. Vous voyez que c'est à peu près dans la fin des années 1970 qu'on va commencer à comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces enzymes. C'est important parce que c'est seulement à partir du moment où on commence à comprendre qu'on peut aller plus loin, qu'on peut élaborer des systèmes biomimétiques, qu'on peut éventuellement élaborer des systèmes bio-inspirés. Donc, vous voyez une date importante, la fin des années 1970,
pour la compréhension réellement du mécanisme. Il faudra attendre 85 pour avoir la première structure aux rayons X d'un P450, encore une fois soluble, provenant d'un micro-organisme, le P450 CAM, et vous voyez que c'est seulement en 2000 qu'apparaîtra la première structure aux rayons X d'un P450 de mammifère, grâce aux travaux de Eric Johnson au Scripps Institute. Il s'agit en fait d'un P450 de foie de lapin qui s'appelle 2C5, et la très grande majorité de nos connaissances sur les structures de ces enzymes et sur la façon dont elles s'y prennent pour fixer et traiter les substrats ont été obtenues entre 2003 et maintenant. Alors, première chose, alors je vais passer ça rapidement, voilà. Première chose, et c'est la dernière chose en introduction que je dirais sur ce système, c'est la façon dont il manipule l'oxygène moléculaire et la façon dont il hydroxyle un substrat. C'est maintenant un cycle catalytique bien connu qui a été étudié d'un très grand nombre de manières, donc je ne vais pas m'étendre dessus, je vous dirai simplement qu'on part d'une enzyme qui est Fer3 dans son état natif, qui est réduit par un électron en Fer2, qui fixe l'oxygène moléculaire. Ensuite, ce complexe Fer2O2 est réduit par un électron, puis il y a un proton, une étape de protonation qui conduit à cet hydroperoxyde de Fer3 qui est lui-même en général pas l'entité active, par exemple vis-à-vis d'un alcane. Et il faut qu'on protonne cet hydroxy en position terminale pour qu'il y ait une cassure de la liaison oxygène-oxygène hétérolytique et la formation de ce complexe sur lequel j'attire beaucoup votre attention parce que ce complexe qu'on appelle fer-oxo à haut degré d'oxydation du fer est quelque chose d'absolument clé dans le domaine des oxydations biologiques en général. La très grande majorité des oxydations biologiques difficiles, c'est-à-dire par exemple activation d'une liaison CH d'alcane, passe dans pratiquement tous les cas par un complexe du fer à liaison fer-oxo à haut degré d'oxydation du fer. Potentiellement, il s'agit d'un fer5-oxo, mais la plupart du temps, c'est plutôt un fer4-oxo radical cation de la porphyrine. Ce que je vous dis est bien sûr vrai pour les cytochromes P450, mais on sait maintenant que c'est vrai pour beaucoup d'autres systèmes enzymatiques à fer non héminique. Là encore, dans beaucoup de cas, c'est un complexe à haut degré d'oxydation du fer, de type fer-oxo, qui intervient pour transférer son atome d'oxygène sur un substrat bien placé et former donc le produit hydroxylé ROH. Alors, qu'est-ce qu'ont apporté dans le début de la détermination de fonctionnement de ces systèmes, qu'est-ce qu'ont apporté les systèmes biomimétiques? Eh bien, puisque là, on va dans un premier temps s'intéresser évidemment aux systèmes biomimétiques qui ont été utilisés dans les années, je dirais, 70-80, plutôt début des années 80. Et là, le rôle de l'utilisation de ces systèmes porphyrine de fer, en fait là, il s'agissait de prendre une porphyrine de fer la plus simple possible, de façon à rendre compte de l'hème qui est présent comme site catalytique dans ces enzymes. Et là, j'ai cité des travaux de John Groves, qui a été un précurseur dans ce domaine, et les premiers systèmes biomimétiques ont servi à montrer que quand vous prenez une porphyrine de fer très simple, et que vous ajoutez un donneur d'atomes d'oxygène, dans ce cas-là, ce n'est pas le dioxygène, parce que c'est compliqué, il faut le réduire, etc. Mais dans ce cas-là, on prend un péracide, par exemple, où John Groves prenait à l'époque l'iodosylbenzène. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez transférer cet atome d'oxygène sur le fer et générer la fameuse espèce fer-oxo à haut degré d'oxydation, qui, encore une fois, est une espèce majeure dans les hydroxydations biologiques. Vous voyez que ça a été fait, donc, je dirais, dans les années 1980, grâce à des systèmes biomimétiques. Et c'est seulement en 2010, dans cet article de Science, que je vous recommande, qu'a pu être réellement formé pour la première fois, avec une durée de vie suffisante pour regarder comment il réagissait, qu'a pu être obtenu donc un complexe fer-oxo du cytochrome P450, fer4O en fait radical cation de la porphyrine, qui a pu être obtenu par réaction d'un péracide, le MCPBA, avec un cytochrome P450 particulier, qui est un cytochrome P450 d'extrémophile, qui a la propriété de stabiliser un tant soit peu cette espèce fer-oxo extrêmement réactive, et en utilisant des systèmes assez sophistiqués de basse température, les auteurs ont pu générer cette espèce, l'avoir en quantité suffisante pour l'étudier
en particulier par spectroscopie Mossbauer et par RPE, pour montrer qu'il s'agissait bien d'une espèce ferroxo avec un radical créé soit sur le cycle porphyrinique, soit sur le soufre. Et surtout, de pouvoir générer cette espèce pour étudier sa cinétique de réaction avec des substrats très variés. Là, par exemple, les substrats de cette enzyme sont des acides gras, dont vous avez ici le bout de l'acide gras, et ce que fait cette espèce ferroxo, c'est transférer son atome d'oxygène sur cette liaison CH pour donner le produit hydroxylé qui est ici, et pour la première fois, grâce à ce système-là, on a pu obtenir la vitesse de cette réaction. Pourquoi on ne l'avait pas obtenu sur les systèmes enzymatiques eux-mêmes? Parce que dans le cycle catalytique que vous avez vu tout à l'heure, les étapes déterminant la vitesse, c'est les étapes de transfert d'électrons qui sont nécessaires pour réduire le dioxygène. Là, cette vitesse a pu être déterminée, et il a pu être montré que cette vitesse est de l'ordre de 100 à 1000 turnovers par seconde. Deuxième apport des systèmes biomimétiques à base de porphyrine de fer relativement simple, ça a été de montrer que lorsque ces cytochromes P450 ou les systèmes biomimétiques, donc ferroporphyriniques, étaient utilisés et réagissaient avec leur substrat, vous aviez une très très grande richesse de coordination de ce qui se passait dans la réaction des espèces, entre autres ferroxo, avec les substrats organiques, et qu'à côté de ces ferroxos, on pouvait former des entités fer-nitrène, fer-carbène, fer-sigma-alkyle, fer-nitrosoalcane, ou encore toute une série d'espèces métallocycliques où vous aviez participation d'un des atomes d'azote des pyroles. Et ça, les systèmes modèles apportaient, si vous voulez, des informations beaucoup plus faciles à extraire que sur le système biologique fatalement un peu complexe. Alors, les premières hydroxylations, elles ont été réalisées, là encore, dans les années en gros 1980, en utilisant une porphyrine de fer réellement biomimétique, la plus simple que vous pouvez synthétiser au laboratoire. Vous voyez, c'est cette tétraphénylporphyrine de fer que vous synthétisez en une étape par réaction du pyrrole avec le benzaldéhyde, tout simplement. Ensuite, vous insérez le fer, et en prenant ce catalyseur extra simple et en lui opposant un donneur d'atomes d'oxygène, John Groves, à cette époque-là, utilisait l'iodosylbenzène, vous pouvez, vous voyez, hydroxyler les alcanes, le cyclohexane, mais un certain nombre d'autres alcanes. Et à l'époque, ça a été les premiers résultats montrant qu'on pouvait réaliser cette activation de liaison CH d'alcanes avec des systèmes biomimétiques relativement simples. Problème, on est encore avec les systèmes biomimétiques, c'est-à-dire qu'ils sont imparfaits, ils conduisent à des rendements relativement faibles, des vitesses de réaction relativement faibles, et surtout, ce catalyseur, donc porphyrine de fer relativement simple, est très très sensible à l'oxydation. Il se détruit très vite après quelques turnovers, et donc vous ne pouvez pas faire un grand nombre de cycles catalytiques avec des systèmes de ce type-là. Donc pour progresser, il fallait passer des systèmes biomimétiques aux systèmes bio-inspirés, en transcendant le vivant, c'est-à-dire qu'en s'éloignant en définitive de l'hème qui est présent dans le site actif de ces enzymes. Et ça a été fait. Donc on passe maintenant des systèmes biomimétiques aux systèmes bio-inspirés. Et ça a été fait grâce à la mise au point au fil des années. Là encore, je vous ai mis une espèce d'historique de la situation. Donc en mettant au point toute une série de générations de métalloporphyrine. On s'éloigne du vivant, on se permet plus de choses, mais en même temps on va plus loin en chimie. Et la première chose dont les gens se sont aperçus, c'est qu'on peut changer le métal. Certes, le fer marche très bien, mais le manganèse donne des résultats tout à fait analogues. Il a été montré par la suite que le ruthénium, par exemple, donnait aussi des résultats tout à fait bons. L'osmium, éventuellement, peut être aussi utilisé. Donc vous avez au moins 4 métaux qui peuvent être utilisés en dehors du fer. Ensuite, ça c'est le deuxième point, il faut rendre la porphyrine plus stable chimiquement, et en particulier plus stable vis-à-vis de l'oxydation. Et ça a été fait avec la mise au point de 2 générations successives de catalyseurs, où les gens ont introduit des groupements électroattracteurs dans la périphérie de la porphyrine. Vous voyez que déjà, avec ce catalyseur-là de 2e génération, où vous avez introduit 8 atomes de chlore sur les positions mésophényles, vous avez déjà quelque chose qui donne d'assez bons résultats. Les catalyseurs de 3e génération, vous voyez, on introduit des groupements électroattracteurs type Cl, mais il y en a bien d'autres qui ont été utilisés, non seulement sur les groupements mésophényles, mais sur toutes les positions des pyroles. Donc ce catalyseur-là, qui possède 16 atomes de chlore
dans sa périphérie, s'est révélé être un très très bon catalyseur permettant de faire un très très grand nombre de turnovers. Au laboratoire, on a pu par exemple préparer des catalyseurs de ce type-là avec des groupements nitro, et on a pu mettre jusqu'à 12 substituants nitro dans la périphérie de la porphyrine, avec des catalyseurs qui là étaient extrêmement résistants à l'oxydation. Enfin, dernière chose que vous pouvez vous permettre dans un système bio-inspiré, vous pouvez non plus vous restreindre au dioxygène, qui pour des raisons évidentes est la source d'oxygène naturel dans les systèmes vivants. Vous pouvez prendre des donneurs d'atomes d'oxygène, et c'est ce qui a été fait. L'iodosylbenzène, j'en ai parlé, c'est ce qui a conduit au tout premier système hydroxylant, mais ClO-, par exemple, a pu être utilisé, d'hydroperoxyde d'alkyle, et puis quelque chose de très simple, comme par exemple l'eau oxygénée. Alors je vous montre juste ce qui peut être fait avec l'eau oxygénée en prenant un catalyseur de deuxième génération, celui que vous avez vu dans la diapositive d'avant, qui est en fait dans ce cas-là un catalyseur de manganèse, de l'eau oxygénée à température ambiante, et en prenant un co-catalyseur qui est dans ce cas-là une molécule très simple, tout simplement l'acétate d'ammonium. Vous voyez que vous pouvez époxyder des doubles liaisons avec des rendements presque quantitatifs, hydroxyler des alcanes avec des rendements importants, de l'ordre de 60%, ou encore faire des N-oxydations, comme sur ces hétérocycles, pour aboutir au N-oxyde correspondant avec des rendements pratiquement quantitatifs. Alors, est-ce que ça va vite? Est-ce que ces systèmes sont très efficaces sur le plan cinétique? La réponse est oui. Vous voyez qu'avec ce catalyseur de troisième génération, donc qui possède les 16 atomes de chlore dans sa périphérie, si je prends de l'heptane, qui est quand même pratiquement l'espèce chimique la plus inerte chimiquement, et que donc je l'hydroxyle en utilisant comme donneur d'atomes d'oxygène l'iodosylbenzène en utilisant ce catalyseur, vous voyez qu'on obtient les heptanols avec un rendement de l'ordre de 80%, et surtout, vous voyez qu'on atteint des vitesses qui sont supérieures à 1000 turnovers par minute, ce qui commence à être quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Enfin, troisième possibilité qu'offre le système bio-inspiré que n'avait pas le système vivant, c'est de passer des catalyseurs homogènes aux catalyseurs supportés. C'est-à-dire, cette fois-ci, prendre vos métalloporphyrines, les insérer dans des polymères organiques ou inorganiques, aboutir à ce moment-là à des catalyseurs solides, beaucoup plus facilement utilisables. Voilà un exemple qu'on avait publié en 1990, où vous intercaliez cette porphyrine tétracationique de manganèse dans les couches lamellaires existant au niveau d'argile, dans ce cas particulier la montmorillonite, et on obtient dans ce cas-là un catalyseur beaucoup plus facile d'utilisation. Après ça, entre les années 90 et 2010, il y a eu une explosion de la formation et de l'utilisation de ces catalyseurs supportés. En fait, les métalloporphyrines ont été greffés sur de la silice, incorporés directement dans le corps de la silice par un procédé sol-gel. Des tas de matrices minérales ont été utilisées, comme par exemple des phosphonates. Tout récemment, il y a eu un phosphonate de zinc qui a été utilisé. Il y a aussi des hydroxydes de zinc qui ont été utilisés comme support, des fibres de carbone, des tubes, ou encore, très récemment, un groupe français a pu incorporer une métalloporphyrine dans des polyoxométallates de façon à pouvoir faire de l'oxydation démarrée par de la lumière en profitant des propriétés photochimiques à la fois des porphyrines et des polyoxométallates. Il y a maintenant des revues entières qui ont été publiées sur ces catalyseurs supportés. Je ne vais pas évidemment détailler beaucoup plus. Alors où on en est maintenant? Où on en est maintenant, pour en parler, je vous ai mis simplement ici un certain nombre de revues récentes qui ont été publiées dans le domaine. J'avais publié en 2007 quelque chose sur justement le développement de ces modèles métalloporphyriniques pour aller vers de la catalyse d'oxydation, mais aussi en quoi ils avaient contribué à mieux comprendre la chimie des cytochromes P450. Vous voyez ici des revues de 2011 ou de 2009. Je vous encourage à lire celle-ci, qui a été faite par Miquel Costas dans Coordination Chemistry Reviews en 2011, qui parle essentiellement de l'oxydation de liaison CH, mais enfin qui reprend d'une manière générale tout ce qu'on peut faire avec ces catalyseurs métalloporphyriniques modèles à l'heure actuelle. Je vous signale aussi cette revue de Scheu qui a été publiée, en fait c'est une revue quand même, qui a été publiée dans Chemical Communications en 2009,
et qui, vous voyez, parle de ces systèmes à base de métalloporphyrine en disant qu'ils vont des réactions biomimétiques de départ à des applications en fait en synthèse organique. Alors, juste pour illustrer ces applications en chimie organique ou en synthèse organique à l'heure actuelle, je vais prendre quelques exemples. Vous avez par exemple ce cas de figure qui a été publié relativement récemment, donc cette oxydation du 5-bêta-cholestane par une porphyrine de ruthénium avec comme donneur d'atomes d'oxygène une pyridine N-oxyde. Et vous voyez qu'avec ce système qui est très facile à mettre en œuvre, on peut arriver à hydroxyler de façon fortement sélective, même si ce n'était pas prévu au départ, fortement stéréo- et régiosélective, le cholestane avec un rendement de 64% en ce produit hydroxylé. Deux autres exemples. Cette fois-ci, il s'agit d'un stéroïde qui s'appelle l'acétate d'équyléine. Et ce stéroïde peut être transformé en utilisant soit une porphyrine de manganèse, soit une porphyrine de rhodium. Et vous voyez qu'avec une porphyrine de manganèse, par exemple, eh bien, vous pouvez hydroxyler la partie aromatique de la molécule, mais aussi hydroxyler dans la position CH qui est ici, alors qu'en prenant le rhodium, vous allez hydroxyler dans cette position CH tertiaire et aussi dans la même position que là-haut, avec des rendements qui sont tout à fait convenables, qui sont de l'ordre de 60, en gros 60%, en une étape évidemment. Juste très rapidement, ça je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'est quelque chose qui a été fait relativement récemment, qui est plus vers l'application, je dirais, en chimie organique. Vous voyez ces hétérocycles azotés, eh bien, vous pouvez les ouvrir de façon sélective en utilisant encore une fois le catalyseur de ruthénium et une pyridine N-oxyde. Prenez cette pipéridine sous forme d'amide, vous voyez qu'on l'ouvre en oxydant ici en alpha de l'azote et on obtient ce composé bifonctionnel linéaire avec une fonction acide carboxylique et la fonction amide ici avec un rendement de 51%, là encore en une étape. Est-ce qu'on peut faire des oxydations asymétriques? La réponse est oui. J'ai pris juste deux exemples ici. Ça, c'est un exemple qui avait été publié par John Groves il y a déjà un certain nombre d'années, qui avait montré qu'en utilisant une porphyrine sur laquelle vous avez aménagé le plafond de façon à ce que ce plafond soit chiral, vous voyez ici, eh bien, vous voyez qu'on peut hydroxyler toute une série de liaisons CH benzyliques avec l'iodosylbenzène, avec des excès énantiomériques pouvant atteindre 72%. Alors ça a été, disons, exemplifié considérablement avec un système où la porphyrine est cette fois-ci une porphyrine de ruthénium qui possède, vous voyez, des murs en fait ici chiro. Et dans ce cas-là, là encore, vous pouvez hydroxyler toute une série de liaisons CH avec des excès énantiomériques qui sont indiqués ici entre parenthèses, qui peuvent aller jusqu'à 72 ou ici par exemple 76%. Donc on peut faire aussi des hydroxylations asymétriques. Alors est-ce qu'on peut modifier le catalyseur pour le rendre régiosélectif ou stéréosélectif vis-à-vis d'un substrat particulier? C'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre ces catalyseurs pour faire des réactions que font un peu les monooxygénases sélectives dont je vous parlais au départ? Alors il y a des essais qui ont été faits, il y a beaucoup de publications qui ont été réalisées là-dessus. Je ne vous donne qu'un seul exemple qui est dû à Ronald Breslow. Ronald Breslow a en fait utilisé donc une porphyrine soit de fer, soit de manganèse, et sur lequel il a branché, vous voyez, des bras avec des bêta-cyclodextrines, en espérant que ces bêta-cyclodextrines allaient servir de site de reconnaissance. Vous voyez ici, voilà la porphyrine par son plan moyen ici, avec l'oxo qu'elle va former dans l'acte catalytique. Et vous voyez, ces cyclodextrines ici doivent a priori être capables de reconnaître le substrat et de le positionner de façon tout à fait définie par rapport au plan de la porphyrine. Et dans ce cas-là, vous pouvez espérer une hydroxylation régiosélective, voire stéréosélective. Alors c'est ce qu'il a fait, et il a pris comme substrat ce stéroïde comportant deux fonctions OH. Alors bien sûr, il faut habiller dans un premier temps votre substrat. Vous voyez que vous l'habillez grâce à des fonctions ester. Vous introduisez ici des groupes qui vont être relativement bien reconnus par vos motifs bêta-cyclodextrine. Puis vous faites la réaction donc sur cet intermédiaire-là, donc avec le catalyseur qui est là, l'iodosylbenzène comme donneur d'atomes d'oxygène, et vous voyez que le résultat est tout à fait probant, puisque dans ce cas-là, il n'obtient qu'une seule hydroxylation, ici, dans cette position 5 du cycle stéroïdique.
Vous n'avez plus à ce moment-là qu'à couper vos fonctions ester, déprotégées en quelque sorte, pour récupérer votre substrat de départ qui a été hydroxylé ici de façon complètement stéréosélective en position 5 du stéroïde. Donc vous voyez qu'on peut, dans certains cas, alors il y a beaucoup d'autres exemples dans la littérature qui ont été publiés, on peut rendre ces catalyseurs disons sélectifs grâce à une reconnaissance plus ou moins spécifique du substrat. Alors, juste un point, et je vais vous parler juste de cette revue qui a été publiée en 2009 sur cette fois-ci des transferts non pas d'oxygène, mais des transferts de nitrène. En fait, ces systèmes bio-inspirés métalloporphyriniques sont capables de transférer non seulement de l'oxygène, un atome d'oxygène, mais peuvent transférer un nitrène, c'est-à-dire un atome d'azote, ou peuvent transférer un carbone. Hein, donc, il y a toute une série, il y a toute une littérature là-dessus qui a été publiée. Et ça, ce n'est pas très étonnant, puisque à l'époque, on avait montré que lors des réactions des complexes ferroxo des P450 avec certains composés azotés, on pouvait passer à des complexes de type fer-nitrène. Et on avait montré au laboratoire avec Jean-Pierre Mailly qu'en prenant un précurseur de nitrène et en l'opposant à un certain nombre de métalloporphyrines, on pouvait faire du transfert sélectif d'atomes d'azote dans des substrats, des azidyrinations par exemple d'alcène, ou encore des aminations sélectives de liaison CH. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Alors, maintenant, application. Est-ce qu'il y a eu des applications? À quoi servent ces systèmes? Alors, l'application majeure à l'heure actuelle a été faite dans le domaine de la pharmacie ou dans le domaine de l'agrochimie pour la préparation de métabolites hydroxylés de médicaments. Alors, à l'heure actuelle, tous les grands de la pharmacie utilisent ces systèmes modèles, ces systèmes bio-inspirés, pour préparer les métabolites d'hydroxylation d'un médicament qu'ils sont en train d'étudier. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important, d'autant plus que des régulations récentes obligent, dans certains cas, une société qui veut avoir une AMM pour un médicament donné, d'avoir réalisé des études pharmacologiques et toxicologiques non seulement sur le médicament, mais sur un certain nombre de ces métabolites. Donc il est urgent d'obtenir des métabolites d'hydroxylation, d'oxydation des médicaments le plus vite possible. Et ça, c'est utilisé de façon large. Et il y a même des petites sociétés qui se sont créées autour de cette application, comme par exemple Hepatochem, qui a été créé aux États-Unis par des Français d'ailleurs, issus de chez Pfizer. Et ceux-ci, en travaillant d'ailleurs avec John Groves comme conseiller, ont pu donc proposer, en particulier aux industriels de l'agrochimie ou de la pharmacie, d'utiliser ces catalyseurs métalloporphyriniques pour préparer des métabolites d'oxydation. Voilà ce qu'ils proposent dans leur site. Ils vous disent que si vous prenez des extraits hépatiques, en général, vous obtenez bien sûr les métabolites, mais vous les obtenez en très très petite quantité. Ils mettent nanogrammes, bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais enfin bon, c'est entre le nanogramme et le milligramme, disons. Et ce qu'ils vous disent, c'est avec nos systèmes, à base de métalloporphyrine, on peut produire les mêmes métabolites, mais en quantité beaucoup plus importante, c'est-à-dire des quantités qui vont du milligramme jusqu'au gramme. Il y a une petite société qui a fait la même chose en France et qui s'est créée autour de cette idée. Elle s'appelle Alpha Chimica et elle se trouve à Châtenay-Malabry. Elle propose exactement les mêmes choses, utiliser les catalyseurs biomimétiques pour préparer les métabolites d'oxydation de médicaments. Vous voyez sur leur site les exemples qu'ils donnent. Vous voyez qu'ils ont travaillé par exemple sur l'ibuprofène, mais ils ont travaillé aussi sur l'ezérine. Et dans tous les cas, vous avez les métabolites d'hydroxylation qu'ils ont pu obtenir avec des rendements qui sont variables, mais qui sont quand même tout à fait appréciables pour préparer les métabolites en question des médicaments en quantité tout à fait substantielle. L'autre application est un petit peu différente et elle porte alors cette fois-ci sur la grande chimie de base. C'est un groupe, cette fois-ci chinois, qui est un groupe de l'université Yunnan, mais qui travaille en très étroite collaboration avec la plus grande société de chimie de base en Chine. Et vous voyez que ce qu'ils ont réalisé, c'est ce qui est résumé ici, c'est qu'ils ont constaté qu'en ajoutant des concentrations faibles, vous voyez 1 à 5 ppm d'une porphyrine de cobalt,
relativement simple, à un système de production classique de la cyclohexanone à partir du cyclohexane. Vous savez que la production de l'acide adipique qui va vers toute une série de polymères se fait à partir du cyclohexane, mais pour ça, il faut l'oxyder en cyclohexanone. Eh bien, ils se sont aperçus qu'en faisant cela, d'une part, ils augmentaient le taux de conversion du cyclohexane, et ça c'est très important dans ce procédé industriel, mais aussi le rendement en cyclohexanone. Et ça leur a permis de mettre sur pied un équipement amélioré qui a pu produire jusqu'à 125 millions de tonnes de cyclohexanone. Donc ça, c'est quelque chose qui est une application un petit peu ponctuelle, un petit peu particulière, mais que je voulais quand même mentionner à titre d'exemple. Alors ça, c'est le présent, c'est ce qui existe à l'heure actuelle. Quel peut être le futur? Qu'est-ce qu'on peut attendre? En quoi on peut encore améliorer ces systèmes? On peut peut-être les améliorer en fonction de résultats très récents qui proviennent d'une meilleure connaissance justement de ces enzymes qui sont capables de prendre en charge les xénobiotiques et qui donc nous servent à nous adapter à notre environnement. Chez l'homme, il y a en gros une vingtaine de cytochromes P450 dont la répartition est indiquée ici. Il y a une vingtaine de cytochromes P450 qui sont en charge du métabolisme des xénobiotiques et de notre élimination des xénobiotiques, bien sûr aussi du métabolisme des médicaments et de toute substance venant de notre environnement. Et la chose la plus curieuse, elle est en fait résumée ici, c'est que si vous regardez toute la littérature portant sur le métabolisme oxydatif des médicaments, et Dieu sait s'il y a énormément de médicaments qui ont été étudiés au niveau métabolique, à la fois ceux qui sont sur le marché, ceux qui ont été retirés du marché, etc., eh bien on s'aperçoit que 3 de ces cytochromes P450 et 3 seulement de ces cytochromes P450 sont capables de prendre en charge plus de 80% des médicaments. Sachant la très très grande diversité de structures des médicaments en question, vous pouvez imaginer à quel point ces enzymes, responsables encore une fois du métabolisme des xénobiotiques, à quel point ces enzymes ont une très très faible spécificité de substrat. Et cette très très faible spécificité de substrat est absolument indispensable pour un système qui doit s'adapter à des substances tout le temps chimiques dans notre environnement. Alors ça conduit évidemment à se poser une question que j'avais annoncée à l'époque sous la forme du paradoxe de ces cytochromes P450 métabolisant les xénobiotiques, c'est que, en dépit de leur très très faible spécificité de substrat, qui est indispensable pour leur fonction encore une fois, eh bien malgré tout, ces enzymes conservent une assez forte efficacité catalytique et même dans un certain nombre de cas, pour pas mal de substrats, une assez grande régiosélectivité. Comment comprendre ça? C'était très difficile de le comprendre jusqu'à ces quelques dernières années, tout simplement parce qu'on n'avait pas de données structurales sur ces P450, en particulier ceux qui existent chez l'homme. Et encore une fois, là, je vous rappelle que la première structure d'un cytochrome P450 de mammifère, encore une fois issu de foie de lapin, 2C5, a été publiée par le groupe de Eric Johnson seulement en 2000. Alors cette structure, évidemment, quand elle est sortie, a suscité énormément d'intérêt. Voilà la structure du P450 2C5 de foie de lapin, comparée à la structure de 2 autres cytochromes P450 qui, eux, sont solubles, avaient été résolus bien avant, venant de micro-organismes. Et la première chose qu'on peut voir en comparant ces 3 structures, c'est qu'en dépit d'une très très faible identité de séquence, en fait, entre ces 3 protéines, vous n'avez pas plus que 10 à 15% d'identité de séquence. Eh bien, en dépit de cette très faible identité de séquence, vous voyez que globalement, en termes de structure 3D, elles sont quand même très très proches. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des cytochromes P450 pour lesquels des structures Orions X ont été publiées. Et ce qui frappe aussi, c'est que tous ces cytochromes P450 sont constitués en fait de 2 sous-domaines. Le sous-domaine qui est en bas et à droite est quelque chose de très structuré, très conservé d'un P450 à l'autre et très très riche en alpha-hélices. A l'inverse, la partie qui est en haut est complètement différente, elle est beaucoup plus mobile conformationnellement et elle est constituée d'un beaucoup plus grand nombre de boucles, de grandes boucles, qu'on reverra un petit peu par la suite. C'est vrai pour le 2C5, mais c'est vrai aussi pour les 2 P450 de micro-organismes qui sont ici. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte pour essayer de comprendre le problème de l'adaptabilité. Alors, à l'époque
où cette structure est apparue, il n'y avait pas de substrat à l'intérieur, donc il fallait absolument avoir des complexes enzymes-substrats pour voir comment ces substrats étaient reconnus et traités. Et on s'est lancé à ce moment-là, en collaboration avec le groupe d'Eric Johnson, à essayer de trouver de bons substrats de ce P452C5. On l'a fait grâce à une librairie de molécules qui a été constituée au laboratoire, qui était dérivée de 3 médicaments, l'acétylinique, le sulfaphénazole et le diclofénac. Et on a eu la chance de trouver au moins 2 de ces molécules qui avaient une bonne affinité, qui avaient le bon choix de cristalliser avec ce P452C5. Un dérivé du sulfaphénazole, qui va être indiqué sous le sigle DMZ dans la diapositive qui suit, R1 égale méthyle, R2 égale méthyle, R3 égale phényl. Et puis le diclofénac lui-même, pour lequel R est égal tout simplement à COH. Et ici, vous avez les structures comparées du 2C5 que vous avez vu tout à l'heure et du 2C5 ayant fixé le fameux substrat dont je viens de vous parler, DMZ, qui est un dérivé du sulfaphénazole. Alors bien sûr, vous n'avez ici représenté que la partie de la protéine qui intervient dans la fixation et dans la reconnaissance du substrat. Alors c'est donc la partie de l'enzyme qui se trouve au-dessus du plan moyen de l'EM. L'EM est indiqué ici en rouge. Parmi les éléments importants, vous avez cette hélice I qui est présente dans tous les cytochromes P450, mais vous avez aussi beaucoup de boucles. Vous avez en particulier cette grande boucle en bleu foncé qui rejoint les hélices B et C et qui est très désordonnée dans l'enzyme libre. Vous avez aussi une boucle qui est présente et qui joue un rôle dans la fixation des substrats pour la majorité des P450 qui lie les hélices G et F. Et vous voyez qu'ici, elle n'existe pas parce que dans la structure Orions X du 2C5 qui a été publié pour l'enzyme libre, elle est trop désordonnée pour pouvoir être résolue. Donc, elle n'avait pas pu être formulée ici. Alors, regardez ce qui se passe maintenant une fois que vous avez fixé le substrat. Le substrat, il est indiqué ici en modèle à boule. Il a pénétré et il s'est fixé dans le canal d'accès des substrats qui est indiqué ici en grisé. Et la fixation de ce substrat dans le site actif a 2 conséquences majeures. Elle correspond à une modification conformationnelle importante de la protéine, tout au moins au niveau du site actif, qui se traduit par une compaction du site actif autour du substrat. Et cette compaction du site actif a comme résultat une structuration des fameuses boucles dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez cette boucle BC, elle est maintenant beaucoup plus structurée. Il y a même une petite hélice B' qui est apparue. C'est beaucoup plus spectaculaire encore pour l'hélice FG, qui, c'est bien sûr qu'on ne voyait pas ici parce qu'elle était trop désordonnée, qui ici est tout à fait visible et c'est structuré avec une espèce de structure quasi hélicoïdale. Et cette compaction du site actif autour du substrat a une résultante qui est indiquée ici, qui est en fait la fermeture des canaux d'accès. Vous fermez le canal d'accès du substrat, indiqué ici en grisé, et vous fermez le canal d'accès des solvants, qui est presque perpendiculaire. Ce canal d'accès des solvants, ça veut dire le canal d'accès de l'eau, mais aussi des protons. Alors vous avez vu peut-être que dans le cycle catalytique du P450, il y a des étapes clés de transfert de protons. Il est donc à peu près clair que cette modification conformationnelle du site actif, se traduisant par cette fermeture, cette compaction autour de substrat et cette fermeture des canaux d'accès, prépare en quelque sorte le complexe enzyme-substrat vis-à-vis de la catalyse, vis-à-vis du cycle catalytique, et va rendre donc beaucoup plus efficace l'hydroxylation de votre substrat. Alors ça peut nous amener à dire, bon, on peut essayer de comprendre le paradoxe de ces P450 s'adaptant aux xénobiotiques. C'est d'une part parce qu'il possède ces 2 sous-structures, ces 2 sous-domaines. Le sous-domaine très fortement conservé, qui est en quelque sorte le conservateur des fonctions catalytiques, c'est lui qui est important pour les transferts d'électrons, l'activation de la dioxygène, la fixation du fer au ligand cystéinate, mais qu'à côté de ce système très très figé en quelque sorte, vous avez la deuxième partie qui était en haut et à gauche sur la diapositive de structure Orions X, celle qui contient ces boucles tout à fait variables, et variables en particulier conformationnellement. Et cette partie-là, c'est en quelque sorte une partie hyper variable. Si on utilise la terminologie
des anticorps, c'est la partie du cytochrome P450 qui va être hyper variable et qui, à cause de cette hyper variabilité, va s'adapter à des substrats extrêmement variés. Alors, est-ce que ce qui était vu sur le 2C5 est vrai sur un beaucoup plus grand nombre de cytochromes P450? Ben oui, les principales structures des P450 humains ont été publiées dans la littérature entre 2003 et maintenant, et je vous ai ici listé, pour l'ensemble de ces enzymes humaines, les caractéristiques du site actif de ces enzymes, donc du site de fixation et de reconnaissance des substrats. Et ce tableau comparatif appelle deux conclusions majeures. La première, c'est que vous voyez que le volume de ce site actif est éminemment variable. Le plus petit P450, qui s'appelle 2E1 dans le foie humain, a un volume de site actif de fixation de substrat de 190 angstroms-cubes, alors que le plus gros, qui est le P450 3A4, a un volume de site actif qui est environ 10 fois plus gros, 1850 angstroms-cubes. Ça, c'est un premier point. La librairie des cytochromes P450 qui se trouve, par exemple, chez l'homme, va vous offrir des tailles de reconnaissance de substrats éminemment variables. Et puis la deuxième chose, c'est la chose qu'on a vue dans le cas du 2C5, c'est que par rapport à l'enzyme qui n'a pas de substrat, quand vous fixez un substrat, le site actif diminue de taille, tout simplement parce qu'il se compacte autour du substrat. Et vous voyez qu'ici, par exemple, quand on fixe le diclofénac sur le 2C5, on passe de 1250 angstroms-cubes à 750 angstroms-cubes. C'est cette compaction, encore une fois, qu'on a vue tout à l'heure, et qui s'est révélée vraie pour toute une série d'autres P450. Vous voyez le 2C9 ici, qui à l'état libre est à 1400 angstroms-cubes. Vous lui fixez un de ses substrats, le fluorbiprophène, il est à 1100. Et le 3A4, vous voyez qu'il est à 1850 quand il n'y a pas de substrat. Vous lui fixez la progestérone, il passe à 1300 angstroms-cubes. Donc, c'est un phénomène d'adaptabilité extrêmement important qui doit jouer un rôle absolument clé pour l'adaptation à des substrats très variés. Alors ici, je vous ai juste mis, pour illustrer un petit peu les choses, les structures orions X d'un P450 qui a un tout petit site actif, qui s'appelle 2A6. Vous voyez ici, le volume du site actif est indiqué avec ces boules bleues. Vous reconnaissez, vous devinez en dessous de ces boules bleues l'M qui est en rouge. Vous voyez que dans ce cas particulier, le site actif est tout petit et presque sphérique, juste au-dessus du plan moyen de l'M. Vous ne pouvez faire rentrer que des toutes petites molécules, comme par exemple l'indazole, pour vous donner un exemple. A l'inverse, vous avez ce P450 qui a le site actif le plus gros de tous les P450 humains, qui s'appelle 3A4. Vous voyez là encore le volume du site actif en bleu, qui se développe au-dessus du plan moyen de l'M qu'on devine ici en rouge. Vous voyez qu'il se développe à la perpendiculaire du site actif, de l'M, excusez-moi, et qu'il en fait, il aboutit quasiment à la sortie, c'est-à-dire qu'il aboutit quasiment au milieu aqueux. Donc, une très grande variabilité de taille, mais aussi de forme. Alors là, je pourrais vous montrer des comparaisons de formes. Il y a une très grosse différence aussi au niveau des formes. Alors, si on en revient maintenant à cette adaptation des organismes vivants à des xénobiotiques très variés, on peut essayer d'expliquer les choses de façon un peu schématique, encore à l'heure actuelle, en disant la chose suivante. Chaque fois qu'un xénobiotique va pénétrer dans un tissu ou dans un organe donné d'un être aérobie, il va rencontrer des P450. Il va rencontrer des P450 que je représente ici de façon très schématique, c'est-à-dire avec leur structure très figée, qui est conservée d'un P450 à l'autre, et qui correspond au sous-domaine qui était en bas et à droite dans les structures Orions X que je vous ai montrées. Et ça, c'est la partie qui conserve les capacités catalytiques du système. Et puis, ici, la partie hyper variable, composée en particulier de relativement grandes boucles, comme les boucles BC et FG. Et cette partie-là est hyper variable. Elle l'est de deux façons. Elle l'est d'une part au niveau conformationnel. Ces systèmes sont capables de s'adapter énormément. Et deuxièmement, elles le sont aussi en termes de structure d'aminoacides. C'est les parties dans les P450, quand vous passez d'un P450 à un autre, qui changent le plus en termes d'aminoacides. Donc, ça, c'est un point à bien garder en tête. Donc, ça veut dire que votre xénobiotique, quand il va avoir pénétré dans ce tissu, ici, c'est l'exemple du foie humain, eh bien, il va avoir un grand choix. Il va avoir un grand choix de taille de site actif,
un grand choix de formes de sites actifs, mais aussi, et ça c'est absolument à garder en tête, un grand choix de résidus d'aminoacides qui sont éminemment variables lorsqu'on passe d'un P450 à un autre au niveau de cette partie de l'enzyme. Alors votre xénobiotique, votre médicament éventuellement, RH, ben, il va choisir, il va rentrer, sortir dans ces différents P450 et il va faire ça jusqu'à ce qu'il ait choisi une forme, une taille de site actif et surtout aussi, bien sûr, des types d'aminoacides avec lesquels il préfère interagir. Donc il va choisir, par exemple, un ou plusieurs de ces P450 présents ici dans le foie humain, avec donc des petits sites actifs comme dans le 2A6 jusqu'à celui que vous avez vu qui est très large et ouvert vers l'extérieur dans le cas du 3A4. Il va choisir, par exemple, le cytochrome P450X. Il va se fixer au niveau de son site actif, et on a vu que là apparaît encore un phénomène important qui est la plasticité, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est fixé dans le site actif, il y a compaction du site actif autour du substrat et préparation, donc encore une fois, du système, donc du complexe P450 substrat vis-à-vis d'une catalyse la plus efficace possible, puisqu'on a vu que ça fermait les sites d'accès du substrat, des protons, etc., et ça préparait en fait le système pour la catalyse la plus efficace possible. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de façon, je dois dire bien sûr ultra schématique, sur la façon dont les organismes vivants aérobies s'y prennent biochimiquement pour pouvoir s'adapter à des structures extrêmement variées. Il se trouve qu'il y a un relais en dehors de cette adaptation en quelque sorte biochimique. Vous avez quelque chose qui se produit très souvent au niveau du gène, au niveau donc du génome, et qui tient tout simplement au fait que ces xénobiotiques sont capables de reconnaître un certain nombre de petites protéines qui sont présentes dans le cytosol de beaucoup de cellules et qui sont des facteurs de transcription ou des facteurs d'induction. Et à partir du moment où votre composé RH s'est fixé sur une de ces protéines cytosolubles, le complexe xénobiotique protéine va être transloqué dans le noyau et va pouvoir interagir avec l'ADN. Et ce qu'il va faire en général, c'est qu'il va induire la biosynthèse justement du cytochrome P450X qu'en général le substrat, le xénobiotique, choisit comme le meilleur pour lui-même. On ne comprend pas encore les déterminants réellement moléculaires de cette chose, mais c'est quelque chose, c'est un fait qu'on a retrouvé extrêmement souvent. C'est-à-dire que non seulement vous avez tout un dispositif biochimique qui permet de s'adapter à des substances très très variées et même éventuellement nouvelles, mais en plus de ça, vous avez un relais au niveau du génome qui justement se met à biosynthétiser ou à déclencher la biosynthèse du P450 qui va être le plus adapté à lutter ou à éliminer le composé RH en question. Donc vous voyez que ça se fait à deux stades. Alors, ça c'est le fait nouveau, disons que c'est des choses qu'on a pu comprendre au cours de ces dernières années en fonction des données structurales des P450, en particulier humains. Maintenant, si on revient au système bio-inspiré, Quo vadis, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut encore les améliorer et dans quel sens? Alors là, bien sûr, c'est de la prospective, hein. Il n'y a plus du tout de résultats, c'est des possibilités. Mon idée dans ce domaine-là, c'est que l'amélioration peut provenir de couples, de l'utilisation de couples bio-inspirés. Une métalloporphyrine comme site catalytique, en prenant bien sûr tout ce qu'on sait, c'est-à-dire le bon choix du métal, fer, manganèse, ruthénium éventuellement. Une porphyrine la plus stable possible vis-à-vis de l'oxydation pour qu'elle ne se dégrade pas trop vite après quelques cycles catalytiques. Et puis, le deuxième élément du couple, c'est un polymère. Et ce polymère devra être adaptable. Alors ça peut être évidemment énormément de choses, et c'est là que toute l'imagination du chimiste peut jouer à fond. Ça peut être un polymère organique, éventuellement, encore une fois, très adaptable, polymère organique qu'on peut agrémenter, par exemple, d'un site de reconnaissance par les processus d'imprinting. Ça peut être un polymère minéral, et là, il y a des possibilités absolument multiples, avec tout ce qu'on a comme matériaux à l'heure actuelle pour justement reconnaître des substrats et reconnaître des sites catalytiques.
ça pourrait être même aussi un système supramoléculaire fait de la liaison de toute une série de petits pavés moléculaires complexes qui auraient un site de reconnaissance pour le substrat et pour le site catalytique. Donc ça reste à faire. Il y a énormément de travail qui reste à faire dans ce domaine-là. Mais en fonction de ce que vous voudrez, il y a deux stratégies. Soit vous voulez un système bio-inspiré, sélectif vis-à-vis d'un substrat, sélectif vis-à-vis des réactions. Dans ce cas-là, la meilleure façon sera d'avoir à disposition une espèce de librairie de couples, métalloporphyrine plus polymère, et de faire un screening vis-à-vis de la réaction et du substrat que vous voulez pour trouver le meilleur système, le plus adapté à la réaction que vous voulez réaliser. Ou alors, il y a le deuxième but possible, qui ressemble plus à ce dont je viens de vous parler en termes d'adaptabilité à des environnements chimiques variés. Là, le but, c'est plutôt de la dépollution. Vous voudrez, par exemple, dépolluer un milieu contenant soit une substance chimique, soit même éventuellement plusieurs substances chimiques, ce qui est tout à fait le problème qu'on vient de traiter au niveau des aérobies. Et là, vous allez choisir, encore, en faisant du screening sur vos couples polymères plus métalloporphyrine, vous allez choisir le ou les couples, puisque là on peut se permettre, il y a 20 P450 qui font ça chez l'homme, le ou les couples qui vont être les plus adaptés à transformer par oxydation et à éliminer les substances en question. Voilà, ça, on est maintenant plutôt dans le futur, donc je vais m'arrêter là, parce que clairement on ne peut pas aller beaucoup plus loin. J'ai beaucoup de difficultés à remercier tous les gens qui ont travaillé dans ce domaine depuis des années au laboratoire. Il y a beaucoup de personnes, de permanents qui ont travaillé là-dessus. Il y a beaucoup de thésards, beaucoup de post-docs. Je ne pourrais pas faire la liste de tout ça, mais j'ai cité quelques noms, et vous avez vu aussi quelques noms dans les diapositives. Je voudrais peut-être juste citer les personnes qui ont contribué de façon forte aux résultats sur les P450 humains et surtout sur le 2C5 dont je vous ai parlé. Au laboratoire, c'est principalement Patrick Dansette qui a suivi toute cette histoire depuis son début, et puis Sylvie Dijol qui a synthétisé énormément des molécules qui ont été très précieuses dans ce domaine, Marie Jaouen pour toute une série d'études biochimiques, et Cristina Marquez qui avait en fait réalisé sa thèse sur ce sujet-là. Bien sûr, ça a été fait en collaboration avec le groupe d'Eric Johnson au Scripps Institute, en particulier avec David Stout, Mike Wester et Hubert Schorsch. Voilà tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui.